Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle rend ce mardi son verdict dans le dossier Boukangalonzo. Pour la toute première fois, la plus haute juridiction du pays se prononcera sur un dossier relevant de sa compétence répressive. Et Joseph Kabila, lui, convoqué ce mardi pour une séance de travail au Sénat, mais l'ancien président sénateur à vie n'est toujours pas rentré au pays. Top Congo FM. 20 mai, aujourd'hui, c'est le jour des défilés gigantesques à l'époque du maréchal Mobutu. Tout cela est déjà passé. Aujourd'hui, le 20 mai, passe presque inaperçu. Il y a toutefois quelques fragments qui subsistent. Top Congo FM. Les comptes bancaires de la RVA, la Régie des voies aériennes, sont au rouge. C'est le constat qu'a fait lors de la dernière réunion le conseil d'administration. La raison, ce sont les 136 millions de dollars que la société n'a pas pu recouvrer. Top Congo FM. Encore une nuit cauchemardesque pour Limete. Les habitants des quartiers Ndanou et Salongo se sont réveillés les pieds dans l'eau vers 2 heures du matin. Les pluies diluviennes tombées dans la province du Congo central ont gonflé la rivière Ndjili jusqu'à provoquer des inondations. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Joseph Kabila convoqué ce mardi pour une séance de travail au Sénat, mais sauf surprise de dernière minute, l'ancien président ne devrait pas y prendre part. Il n'est toujours pas rentré au pays. Il y a quelques semaines, sa présence dans la ville de Goma, alors sous contrôle de l'AFCM 23 Rwanda, avait déclenché une vive polémique. Accusé par le gouvernement de soutenir les rebelles, Joseph Kabila fait l'objet de poursuites pour haute trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité. Une demande de levée de ses immunités parlementaires est en cours, tandis que les activités de son parti, le PPRD, ont été suspendues à l'échelle nationale. Les rideaux tombent aujourd'hui sur l'un des plus gros scandales financiers en RDC. La Cour constitutionnelle rend son verdict dans le dossier Boukangalonzo, un projet agro-industriel ambitieux, 285 millions de dollars mobilisés et au final un champ de ruines et des soupçons. L'ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'ex-gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler sont accusés de détournement massif des fonds publics. 10 ans de prison ont été requis contre les 3 hommes. Pour la toute première fois, la plus haute juridiction du pays se prononcera sur un dossier relevant de sa compétence répressive. Que peut-il se passer après le prononcé de l'arrêt? Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, évoque 3 scénarios possibles: un acquittement pur et simple, une condamnation sans arrestation immédiate ou une condamnation assortie d'un mandat d'arrêt comme le prévoit l'article 85 du Code de procédure pénale. Maître Willy Wenga. D'emblée, on ne peut pas savoir ce que la Cour décidera. Et comme tu l'as dit, c'est la première fois que la Cour sera appelée à se prononcer sur un dossier à ce qui concerne sa compétence répressive. Cependant, il faut vous rappeler que la procédure a été instruite, plaidée au regard du réquisitoire du ministère public par défaut. Donc, si un arrêt sera rendu, c'est d'abord, ça sera un arrêt qui sera rendu par défaut. Et au regard de la décision que prendra la Cour constitutionnelle, c'est ce 20 mai, aux demandes lui formulées par les partis prévenus, parce qu'il me semble que certains partis ou toutes avaient introduit des demandes de réouverture des débats, mais il reviendra à la Cour d'apprécier au cas où la Cour constitutionnelle venait à prendre une décision, par exemple d'acquittement. À ce moment-là, il n'y aura plus rien, c'est-à-dire que l'affaire est terminée, l'affaire est clôturée. Et si la Cour prenait un arrêt condamnant le prévenu, qu'est-ce qui va se passer? Si la Cour prenait un arrêt de condamnation contre les prévenus, on pourra se trouver devant des situations. Soit la Cour les condamne, mais sans faire recours à l'article 85 du Code de procédure pénale qui autorise au juge d'ordonner une arrestation immédiate. Et à ce moment-là, la partie
loi dans un état de liberté, mais si la Cour venait à condamner en faisant application de l'article 85 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire faire assortir son arrêt d'une arrestation immédiate, à ce moment-là, la Cour constitutionnelle, nonobstant tout recours que le prévenu pourrait formuler, il sera d'abord procédé à leur arrestation immédiate. Maître Willy Wenga au téléphone de Trésor Kiyombo. Silence total à la cour d'appel de l'Ituri. Depuis lundi, les greffiers ont durci leur mouvement de grève désormais sèche et illimité. Ils réclament leur mécanisation par le gouvernement congolais, le paiement de plus de 150 mois d'arriérés de salaire, le versement de leurs primes, la révalorisation de leur grade ainsi que d'autres revendications sociales. Écoutez la colère des greffiers, des propos recueillis par notre correspondant Franck Assanté. Nous sommes en train de réclamer notre droit, salaire, prime, numéro matricule. Ça fait presque 20 ans ça touché. Nous avons encore nos anciens greffiers qui ont fait même 25 ans sans même être mécanisés, sans même prime, ni même salaire. Est-ce que c'est comme ça la vie? Comment est-ce que nous sommes en train de vivre dans une vie très critique? Nous voulons que notre gouvernement congolais puisse songer à nous les agents de la justice et l'auxiliaire de la justice, les greffiers, les agents. Nous travaillons beaucoup. Parfois nous rédigeons des PV, nous assistons les audiences, tout ça nous faisons ça, mais nous sommes méprisés, nous sommes négligés par l'État congolais. Quand nous sommes encore trop jeunes, nous sommes l'avenir de demain. Même la Bible nous dit quoi? Donc le salaire est sacré. Donnez ce qui est à Dieu, et puis donnez ce qui est à César, ce qui est à César. Finalement, c'est quoi? Nous sommes encore trop jeunes, nous sommes l'avenir de demain. En tout cas, l'État congolais se souvient de nous. De notre droit, ce n'est pas faveur, de notre prime et salaire. En tout cas, ça fait si longtemps. Depuis moi, depuis j'avais commencé, ça fait déjà 8 ans. Ni prime, ni salaire. Des propos recueillis par notre correspondant en Ituri, Franck Assanté. 20 mai aujourd'hui, que reste-t-il du impère de Mobutu? Il fut un temps où chaque 20 mai, le pays tout entier vibrait au rythme du mouvement populaire de la Révolution, des défilés gigantesques, des foules en uniforme, le drapeau vert dans une main, le flambeau de la Révolution brandi haut. Ce jour-là, toutes les couches sociales saluaient l'unité, la paix et la grandeur du Zaïre sous maréchal Mobutu. Aujourd'hui, ce 20 mai passe presque inaperçu. Le mouvement populaire de la Révolution, autrefois parti unique, a été balayé de 1997. Quelques fragments ont quand même subsisté. Un père fait privé, un père authentique ou encore l'UDEMO fondé par Zanga Mobutu, fils du maréchal Mobutu. Mais ses héritiers politiques n'ont jamais retrouvé l'influence du passé. Le père, lui, est désormais un souvenir, un symbole d'une époque que certains regrettent et que d'autres préfèrent oublier. La RVIA, dans la tourmente, les comptes bancaires de la RVIA, la Régie des voies aériennes, sont au rouge alerte. Le président du conseil d'administration, professeur Trifon Kinké Moulumba, lors de la dernière réunion du conseil, un manque à gagner de 136 millions de dollars a été révélé faute de recouvrement. Une situation critique pour cette entreprise stratégique du secteur aérien congolais. Et ce mardi, à Kinshasa, le professeur Trifon Kinké Moulumba s'est exprimé en marge d'une réunion avec le staff de l'aéroport de Ndjili avant une visite des installations. Il est au micro de Cyril Milandou. Le conseil d'administration de la RVASA ne dispose d'aucune signature de quelque contrat que ce soit. Ça doit être clair. Ne dispose d'aucun compte bancaire, d'aucun carnet de chèques, n'a de contact avec aucune banque, donc ne saurait être accusé de détournement de quoi que ce soit. En tant que conseil d'administration, vous cherchez donc les solutions qui puissent permettre à l'entreprise de se redresser. Lors d'une des réunions du conseil d'administration, il a été constaté justement à nouveau que le compte de l'entreprise n'était pas bon. Entre autres raisons, il y a des millions de dollars qui ne sont pas recouvrés. 136 millions de dollars qui ne sont pas recouvrés. 136 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et le conseil d'administration, dans le cadre de ses attributions, a décidé en conseil d'administration qu'une cellule de recouvrement puisse être mise en place. Mais ce n'est pas la
là qui va recouvrer, mais elle va se reporter vers des huissiers, notamment parce que 136 millions de dollars, ce serait, si vous le recouvrez, si vous êtes en capacité de recouvrer ça, ce serait vraiment assurer le redressement de la société. Et ce serait très bien vu par l'État actionnaire unique lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Le président du conseil d'administration de la RVA, professeur Trifon Kinké Moulumba. Que se passe-t-il avec les projets d'infrastructure dans la province du Kasaï central? Les députés provinciaux de Kananga s'inquiètent du faible taux d'exécution des travaux en cours après des auditions en plénière et des descentes sur les sites. Ils pointent la gestion douteuse de certains projets. Ils envisagent même des poursuites judiciaires contre les responsables concernés. Extrait de la déclaration lue par le député provincial Zakari Bababaswe, des propos recueillis par Alain Saveur Makoba. Nous, députés provinciaux du Kasaï central, après avoir auditionné dans des plénières des responsables des entreprises qui exécutent des travaux d'infrastructure dans la province du Kasaï central et effectué des descentes sur les sites de leur exécution, avons déploré de manière générale leur taux d'exécution. Ce dernier a de l'impact négatif sur l'environnement sur toute la province du Kasaï central, déstructuré par des ravins, l'état vétuste des immeubles publics, le mauvais état de la voirie urbaine ainsi que de tous les réseaux routiers. Après avoir épuisé toutes les voies en tant que représentants du peuple, déclarons 1. La mise par BSECO, toutes affaires cestantes, à la disposition des institutions provinciales, des différents protocoles d'accord des travaux en cours d'exécution dans la province et des rapports de décaissement des fonds. 3. Réservons-nous le droit de traduire en justice pour leur mauvaise gestion et destruction volontaire de la province du Kasaï central tous les responsables des différents projets y exécutés. 4. Invitons en attendant officiellement l'inspecteur général des finances et la Cour des comptes à diligenter urgemment un audit général des fonds alloués aux infrastructures au Kasaï central. Le député provincial du Kasaï central, Zakari Bababaswe, ils se sont prononcés pour la création d'une zone tampon afin de mettre fin à 27 ans de conflit entre le parc de Virunga et les habitants de Mayangosé à Béni. Ce sont des acteurs politiques, des ONG de défense des droits humains et des communautés locales qui ont présenté cette proposition. Ils appellent le gouvernement à appliquer le rapport parlementaire de 2013 qui recommande aussi de faire respecter les limites du parc fixées par le décret royal de 1935. Les précisions avec Erickson Louemboué. L'autorité locale affirme que plus les recommandations des élus ne seront pas matérialisées, plus les dégâts humains seront importants, regrette Achou Taïbo, chef de la localité Bapakombe Bakondo. Il fallait maintenant interpréter les décrets de 1935 sur les terrains selon la population riveraine et selon l'ICCN. Celui qui est le patron de toutes les deux parties, c'est le gouvernement congolais. D'appliquer la loi de 2014 relative à la conservation de la nature à son article 33, de faire la démarcation participative, de démontrer les zones tampons pourvu que ces conflits puissent appartenir au passé. Le parc, c'est notre parc, nous devons le protéger. Nous avons aussi le devoir de protéger aussi cette population riveraine. Entre-temps, Fidèle Ubundu est le coordonnateur de l'ONG Wapi Jiwelangu Kwausalama. Il n'existe pas de protection de l'environnement qui ne soit pas pour la population. Le responsable de la sécurité des parcs, c'est avant tout la communauté riveraine, autant comme l'ICCN. Ensemble, nous avons compris que nous devons être ensemble pour que la protection se fasse concomitamment. Parce que l'ICCN n'a pas de garde pour mettre à chaque coin du parc, mais au moins la communauté riveraine a suffisamment de population pour observer quiconque entre ou sort du parc. La solution à ce conflit facilitera la bonne conservation participative, selon le professeur Arsène Mouaka, député national élu de Béniville. Erickson Louemboué, Béni, Congo FM. La RDC et l'Italie scellent un nouveau partenariat stratégique. Un protocole d'accord a été signé le week-end dernier à Rome. Protocole portant sur le transfert des technologies, la formation des compétences locales, le soutien aux PME congolaises
la promotion des investissements italiens dans les zones économiques spéciales du pays. C'est le ministre de l'Industrie et du Développement des PME, Louis Watum Kabamba, en mission officielle, qui a paraphé cet accord. Sur place, il a visité plusieurs sites industriels avec un objectif, trouver des solutions concrètes pour transformer localement les produits agricoles de la RDC et renforcer la souveraineté alimentaire. Les précisions avec Patient Koussa. Selon une dépêche du service de communication du ministère de l'Industrie et du Développement de PME, c'est dans le cadre de la diplomatie économique prônée par le président Félix Tshisekedi et sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa que le ministre Louis Watum Kabamba a signé en Italie un protocole d'accord portant sur le transfert des technologies, la formation des compétences, le soutien aux PME ainsi que la promotion des investissements italiens dans les zones économiques spéciales de la RDC. Toujours selon la même source, le ministre a profité de cette mission pour visiter une verrerie artisanale, symbole des savoir-faire ancestral et de précision. Il s'est imprégné des techniques employées par les artisans italiens dans l'objectif d'adapter ses expertises au contexte congolais, notamment dans les métiers d'art et la valorisation du verre local. La délégation ministérielle a également visité une industrie agroalimentaire de pointe, une étape qui a permis d'identifier des solutions concrètes pour la transformation locale des produits agricoles en RDC. Le moment fort de cette mission en Italie a été la signature d'un protocole d'accord entre la RDC et la Fédération italienne des organismes de formation et d'orientation professionnelle représentée par sa présidente, la professeure Laura Marza. Ces mémorandums signés par les deux parties reposent sur 4 piliers principaux, notamment le transfert des technologies et d'expertise pour moderniser les chaînes de production et valoriser les ressources naturelles congolaises, le soutien aux PME par le financement et l'installation d'unités de production locales, la formation et le renforcement des capacités à travers des programmes d'échange pour les ingénieurs, techniciens, jeunes entrepreneurs congolais et la promotion des investissements italiens en RDC, notamment dans les zones économiques spéciales. Par ailleurs, le ministre Louis Watum Kabamba a échangé avec plusieurs entrepreneurs italiens actifs l'agriculture, la formation professionnelle, le numérique et l'énergie. Ces discussions ont ouvert de nouvelles perspectives pour des partenariats innovants et durables. Il propose la mise en place d'un budget programme pour responsabiliser chaque ministère dans la gestion de ses ressources. Le président du mouvement citoyen éclairé estime que cette réforme permettrait de désengorger le ministère des Finances, souvent accaparé par les charges de l'ensemble du gouvernement. D'après Hugues Bolé Ndombo, ce mécanisme budgétaire favoriserait la transparence, l'efficacité au sein de l'administration publique. Chaque ministère serait ainsi tenu de rendre compte non seulement de ses dépenses, mais surtout des résultats obtenus par rapport aux fonds engagés. On l'écoute. Je vous parle de la réalité du terrain. Ce qui devait être fait, et je pense que c'est même dans la projection, les budgets programmes, responsabiliser chaque ministre qu'il ait son budget et que chacun réponde individuellement, parce que les gens rejettent aussi la faute sur le ministre des Finances. Ils disent que oui, mais moi j'ai envie de faire, mais on m'a pas payé. Moi j'ai mon projet, mais j'ai pas été payé. Mais le ministre des Finances, il faut le désengorger, il faut le déresponsabiliser de la charge de tout un gouvernement. Chaque secteur a un budget tel que défini par la loi des finances et que chaque ministre en charge de ce secteur répond individuellement. Comme ça, on sait que quand on a un problème au niveau de l'économie, on va voir dans l'économie ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que déjà là, au niveau de la redistribution des richesses, ou même dans le paiement, on va passer à un autre niveau. On parle de budget, programme, mais il est temps de le mettre en place. Encore un cas de braquage dans une maison d'échange. Cela s'est passé la nuit dernière au croisement des avenues Kanda Éthiopie dans la commune de Kassavubu, c'est à Kinshasa. Selon Fine Massombo, bourgmestre de cette commune, les malfaiteurs ont tout emporté et ils avaient tiré quelques balles qui ont atteint donc l'échangeur. La victime a été conduite dans un centre de santé. Et écoutez donc le bourgmestre Fine Massombo, bourgmestre de Kassavubu. 3 messieurs étaient dans une terrasse, étaient en train de prendre l'air vert. C'est comme ça que un parmi les 3 personnes est venu pour commencer l'opération, tirer en l'air pour disperser les gens.
Et c'est comme ça qu'ils se sont avancés vers le cambiste. Mais ils ont tiré sur les cambistes. Et il y avait une personne qui était à côté. Je crois qu'il voulait aussi fuir. Malheureusement, sur cette personne-là, quand on a tué, à l'hôpital de Kankokolo. Malheureusement, la police qui était à côté a réagi avec un coup de balle aussi. Ils n'avaient pas assez de munitions, donc quand ils ont réagi seulement avec ce coup de balle-là, il n'y a plus d'autres réponses. Donc comme ces gens-là étaient aussi vraiment bien armés, on a écrit au ministère de tutelle qui est l'Intérieur. Alors depuis, je crois que ça va faire plus d'une année par rapport d'abord aux effectifs, mais aussi aux équipements. Ils étaient suffisamment équipés, ils allaient peut-être réagir. Des propos recueillis par Myriam Bokechu. Les abus et violations des droits humains ne vont plus passer sous silence dans les communes de Limete, Matete et Massina. Au moins 100 leaders communautaires, composés notamment des chefs des quartiers, des activistes et des jeunes, seront formés en droits humains pendant 12 mois. Ils seront ensuite chargés de surveiller et documenter des cas de violations, entre autres des arrestations arbitraires, des répressions, des manifestations pacifiques, des violences basées sur le genre afin que les responsabilités soient établies. Cette formation rentre dans le cadre du projet Surveillance et protection des droits civils, politiques et sécuritaires dans les communes défavorisées de Kinshasa, une initiative de l'ONG Elaïs lancée ce mardi à la maison communale de Limete. C'est en présence de toutes les parties prenantes. Écoutez Jérémy Agalia, directeur exécutif de l'ONG Elaïs, et Nathalie Alamba, bourgmestre de Limete. Ils sont au micro de Myriam Iragui. Dans le cadre de ce projet, nous avons arraché un projet de NED. NED nous a fait confiance pour nous accompagner dans la surveillance et la protection des droits civils, politiques et sécuritaires des communes défavorisées de la ville de Kinshasa. Et nous allons mettre en place des mécanismes qui permettra à ce qu'on identifie le vrai problème de violation des droits de l'homme lors d'une enquête. Et ces enquêtes-là permettra que nous puissions mener activement les activités sur le terrain de plaidoyer et de la mobilisation communautaire dans la lutte contre la violation des droits de l'homme, et qui va propulser même ces domaines des droits de l'homme dans notre ville de Kinshasa. Nous allons renforcer la capacité de 100 leaders, des associations, des clubs, de femmes, de personnes marginalisées, pour qu'ils prennent conscience qu'ils aient la notion de droits de l'homme, qu'ils puissent s'en approprier et les défendre et les revendiquer. Je vous souhaite bon déroulement du travail et une fructueuse continuité pour ce projet très ambitieux qui va changer notre commune à ne plus être défavorisée, à être favorable. Encore une nuit cauchemardesque à Limete, les quartiers Ndanou et Salongo. Les habitants de ces quartiers se sont réveillés les pieds dans l'eau ce mardi vers 2h du matin en cause les pluies diluviennes tombées dans la province du Congo central la veille, et ces pluies ont gonflé la rivière Ndjili jusqu'à provoquer des inondations dans plusieurs communes, dans plusieurs quartiers, je voulais dire. Le bourgmestre adjoint de Limete, Isaac Mukendi, parle de nouvelles familles jetées à la rue, des maisons submergées et d'un cycle qui se répète. Il a été joint au téléphone par Myriam Bokechu. C'est aux alentours de 18h que nous avons reçu des alertes venant respectivement de nos chefs des quartiers Salongo et Ndanou sur la montée des eaux, lesquelles eaux provenaient encore une fois de la province du Congo central. Donc la situation similaire que nous avons connue il y a quelques semaines, et quelques avenues de la commune délimitée sont actuellement inondées dans les quartiers que j'ai cités tantôt. Dans les quartiers Ndanou, il s'agit de l'avenue Colonel, et ensuite des avenues qui sont tout juste en face de l'abattoir, donc l'avenue Mukamaili, et jusqu'au niveau du marché de localité dans le quartier Ndanou. Pour les quartiers Salongo, il s'agit des avenues Régie des Eaux, Motema, Idiofa, qui sont sérieusement inondées, et aussi l'école Lobiko, qui est une école publique qui d'ailleurs avait été inondée depuis la dernière pluie, mais qui est abandonnée à son triste sort. Les élèves ne savent pas aller à l'école. Tout ce qui est comme
outil scolaire emporté par les eaux précédentes des pluies, mais avec cette nouvelle pluie, cette école vit encore sous les eaux. C'est pourquoi nous tirons une fois de plus la sonnette d'alarme pour que les mesures qui devaient être prises pour protéger les populations de la commune d'Eni puissent s'accélérer avant que nous puissions connaître le pire. Bourgmestre adjoint de Limete, Isaac Mukendi. Au marché à Kinshasa, on utilise encore souvent de mesure le sakombi, c'est pour mesurer la farine, le riz ou le sucre. Les légumes se vendent souvent en mopiku, ces petites bottes bien connues, pratiques, mais pas toujours précis. Et dans notre pays, les instruments de mesure sont obsolètes, loi dépassée, pratiques commerciales inéquitables. La métrologie peine à jouer son rôle. Ce mardi 20 mai, c'est la journée mondiale de la métrologie. À cette occasion, l'association pour la promotion de la métrologie et de la normalisation APROMEN sonne l'alerte et appelle à une réforme pour soutenir le développement économique du pays. Explication Joël Zima. En République démocratique du Congo, acheter 1 litre d'huile ou 1 kilo de sucre reste une question de confiance plus que de précision. Sur de nombreux marchés, les instruments de mesure utilisés ne répondent à aucune norme moderne. Le sakombi ou le meka pour la farine, le riz, haricots et sucre, ou encore le mupiku pour les légumes et des fruits, font toujours office d'unité de mesure, souvent arbitraire et parfois source de conflits. La raison, la métrologie en RDC repose encore sur une législation coloniale, un décret royal de 1910. C'est ce que rappelle l'Association pour la promotion de la métrologie et de la normalisation, APROMEN, à l'occasion de la Journée mondiale de la métrologie célébrée ce 20 mai. Pour l'APROMEN, cette situation porte atteinte à la crédibilité du commerce congolais et freine l'intégration économique nationale et régionale. L'association rappelle qu'un projet de loi actualisé a été adopté par le Sénat en 2014, mais n'a jamais été promulgué. Elle appelle donc à la création d'une commission pour débloquer le processus législatif et demande que l'État soutienne les actions de sensibilisation et de formation en matière de métrologie. Car derrière chaque unité de mesure fiable, il y a une économie plus juste, un consommateur mieux protégé et un pays qui avance. Joël Zima. Après le drame, place à la fermeté, 5 jours après le naufrage d'une embarcation motorisée sur le lac Tanganyika, naufrage qui a coûté la vie à 2 personnes. Les autorités maritimes de Moba passent à l'action. Le chef, Mbutu Nassibou, interdit désormais à toutes les embarcations de pêche de transporter des passagers ou des marchandises. Il dénonce le départ illégal de certaines pirogues hors contrôle qui met en danger des vies humaines. On l'écoute au micro de Fabien Kambezi. Ils doivent tenir compte de l'intérêt général du pays. L'intérêt général du pays, c'est la population. Premièrement, sauvegarder la population. Et la population elle-même doit connaître que la période à laquelle nous sommes en train de traverser pour le moment, c'est une période très précaire pour les accidents. Les accidents peuvent surgir n'importe quand. Ça ne craint pas ni la taille, ni l'âge, ni quoi que ce soit. Quand l'accident se produit, il y a toujours eu des victimes. Aucune unité, malgré son statut juridique, je n'autoriserai plus de libérer une unité sans pour autant remplir les formalités de sécurité d'abord. Et quand le temps n'est pas bon, je n'autorise pas. Et ceux qui cherchent à aller entrer clandestinement, je les exhorte encore qu'ils passent par la grande porte. La grande porte, c'est là où il y a les agents du commissariat lacustre. Puisque cette embarcation qui vient de connaître le naufrage n'a pas été autorisée par les commissariats, mais plutôt par des pêcheurs. Leur travail n'est pas de transporter les passagers et la marchandise. Leur travail est d'aller pratiquer la pêche. Financement du projet prioritaire de sécurité aérienne, phase 2, la RVA recrute un consultant individuel environnemental et social, projet PPSA2, exercice 2022, 2023 et 2024. Le gouvernement de la RDC a reçu les fonds d'appui à la transition, un don en diverses monnaies, donc, pour contribuer au financement du projet prioritaire en sécurité aérienne. Détail Mamichela. La Régie des voies aériennes ESA, si après dénommé l'organe d'exécution OE,
présent appel à manifestation d'intérêt auprès des consultants identifiés pour exécuter les prestations ci-après. Analyse des cadres politiques, juridiques, normatifs et institutionnels de l'audit. Évaluation de la performance et de l'adéquation dans la mise en œuvre des sous-projets avec les dispositions prévues. Évaluation du degré des performances avec les dispositions de l'accord de financement. Évaluation du fonctionnement et de l'efficacité du cadre institutionnel et du travail des responsables de mise en œuvre d'instruments de sauvegarde EES. Identification des pratiques de conformité et de non-conformité environnementale et sociale enregistrées pendant les phases d'exécution du PPSA2 en rapport avec les politiques opérationnelles de la BAD et les dispositions juridiques et réglementaires nationales. Évaluation de l'accessibilité, de la fiabilité, de la transparence, de l'efficacité du mécanisme de gestion des plaintes mis en place, accessibilité, fiabilité, participation dans le cadre des activités du projet, détermination des impacts négatifs réels et des risques associés générés par ces non-conformités, formulaire de recommandation pour corriger les non-conformités environnementales et sociales, élaboration du plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'audit assorti des coûts responsables, échéance des mises en œuvre pendant et après la durée de vie du projet. Présentation des leçons tirées de la mise en œuvre des sauvegardes environnementales et sociales, faire des recommandations pour capitaliser les acquis et corriger les insuffisances pour des projets similaires et futurs. La RVA SA invite les consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu'ils sont qualifiés pour la prestation référence des prestations similaires, expérience dans les missions comparables. Peuvent faire acte de candidature les consultants individuels originaires de tous les pays conformément aux dispositions régissant les opérations financées par le FAD tel que défini dans les régies et procédures du groupe de la Banque africaine de développement pour l'utilisation des consultants édition 2015. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires aux adresses mentionnées ci-dessous, aux heures locales temps universel +1 et tous les jours d'ouverture des bureaux 9h à 12h, 13h à 15h30. Régie des voies aériennes SA-RVA, Direction générale, cellule des gestions des projets et passation des marchés publics, avenue Aérodrome, numéro 548, quartier Ndolo, commune de Barumbu, boîte postale 6574, Kinshasa RDC, numéro de téléphone +243 99 94 13 96 7. Email cgpmprva@yahoo.fr. Les manifestations d'intérêt exprimées en langue française doivent être déposées ou adressées en recommandé à Monsieur le Directeur Général de la RVA à l'adresse reprise ci-dessus au plus tard le 5 juin 2025 à 10h locale. Les manifestations d'intérêt doivent porter expressément la mention recrutement d'un spécialiste en audit de performance environnementale et sociale du projet PPSA2 exercice 2022, 2023, 2024. Ils n'auront plus à parcourir des dizaines de kilomètres à pied ou à vélo vers le Soudan du Sud pour étudier. Les enfants congolais de la chefferie de Dolomo, à plus de 380 kilomètres d'Issiro, pourront bientôt aller à l'école chez eux. Les travaux de construction de l'école primaire Bangalou viennent d'être lancés. Une initiative du gouvernement provincial du Haut-Télé. Pour le ministre provincial de l'Éducation, cette école permettra aux enfants d'apprendre en sécurité dans leur pays plutôt que de risquer leur vie à traverser une zone instable. Didier Medouana Yolo au micro de notre correspondant Alain Pangouimo. Nous devrions passer par Bangadi, Doroma pour atteindre Bangalou. Nos enfants congolais allaient à plus de 10-12 km pour étudier au Sud-Soudan, plus précisément à Ezo. Ça faisait trop de la peine. Alors, à 3 km de la frontière, il a plu à l'autorité provinciale, dans le cadre de ce programme d'action du gouvernement provincial, la construction d'une école dans ces milieux où nos enfants congolais ont souffert pour aller chercher l'instruction dans un autre pays.
L'occasion nous a permis également de réunir les enseignants, les chefs d'établissement, le prêtre et tous les intervenants dans le secteur de l'éducation de Dourouma, leur parler en matière de l'éducation, les encourager pour notre métier d'enseignant. À Dungu, les enfants militaires devaient parcourir des distances inhabitées de plus de 10 km pour atteindre les centres. Il n'y a pas seulement les enfants militaires qui vont étudier dans ces écoles-là, il y aura également les enfants du camp Comment aider les étudiants en classe de recrutement à mieux s'adapter en sciences psychologiques et de l'éducation? C'est l'une des questions qu'a défendu donc ou posé le désormais professeur Camille Benjamin Kamwanga Pes, qui a défendu sa thèse de doctorat. Elle était notamment intitulée « Difficultés d'adaptation des diplômes d'État en pédagogie générale en sciences psychologiques et de l'éducation à l'Université pédagogique nationale, vécu de la transition du secondaire au supérieur ». Professeur Camille Benjamin Kamwanga propose des solutions pour faciliter cette transition, mais aussi éviter la déperdition en première année universitaire. Explication, Dieu merci, Loussa Koumounou. Monsieur le chef de travaux, Kamwanga Pes, Camille Benjamin, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Le jury valide cette thèse, une contribution de taille en sciences psychologiques. Son auteur, le désormais professeur Camille Kamwanga, évoque ici la motivation de cette recherche. L'enseignement congolais ne s'est pas constitué en système. Il y a des ruptures, c'est-à-dire les enfants qui quittent le secondaire ignorent les activités qui sont organisées au niveau supérieur. Alors, notre thème, tel que mentionné, voulait proposer des solutions. L'adaptation des élèves en recrutement à l'université est confrontée à plusieurs difficultés, explique Camille Kamwanga. Il rencontre 4 types de difficultés. Il rencontre des difficultés liées à l'apprentissage cognitif. Il rencontre des difficultés métacognitives. Il rencontre des difficultés d'intégration. Il rencontre aussi les difficultés motivationnelles. Comme tout travail scientifique, cette thèse propose des solutions pour promouvoir une adaptation efficiente des étudiants à l'Université pédagogique nationale, précisément en sciences psychologiques. Alors la thèse que nous venons de soutenir aujourd'hui a proposé des solutions. Entre autres, l'enfant doit être accompagné. C'est-à-dire quoi? Les parents doivent payer promptement les minervales, les frais académiques des enfants. Les parents doivent conseiller aussi les enfants. L'enfant lui-même doit avoir l'estime de soi. Et nous allons même plus loin, l'environnement universitaire doit accompagner aussi les enfants. C'est-à-dire quoi? Nous avons la cellule de guidance, d'orientation. L'enfant, avant d'accepter son orientation ou soit son inscription à l'université, doit avoir rencontré un psychologue qui a dressé son esprit, qui a dressé son orientation, ses ambitions. La validation de cette thèse avec mention grande distinction est le couronnement de près de 20 ans d'enseignement et une quinzaine d'années de recherche réalisées par le professeur Camille Benjamin Kamwanga. Dieu merci, Loussa Koumounou. Perturbation dans la desserte en eau potable. La Régie des eaux, direction régionale Kinshasa Ouest, informe ses abonnés de la partie ouest de la ville que son usine de traitement d'eau de Lukunga est en arrêt depuis le 17 mai suite à une panne d'un câble électrique qui alimente l'usine. Par conséquent, des perturbations sont observées dans la desserte en eau potable dans les quartiers et communes ci-après Maloueka, Pompage, Kinsuka Pêcheur, Brikine, Mboudi, Kimbwala et Don Bosco. La Régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément et elle rassure que les équipes de la SNEL et de la Régie des eaux sont à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Et pour l'essentiel de l'actualité, la Cour constitutionnelle rend ce mardi son verdict dans le dossier Boukangalonzo. Pour la toute première fois, la plus haute juridiction du pays se prononcera sur un dossier relevant de sa compétence répressive et l'ancien président Joseph Kabila, lui, est convoqué ce mardi pour une séance de travail au Sénat, mais le sénateur à vie n'est toujours pas rentré au pays. Top Congo FM. Les comptes bancaires de la RVA, Régie des voies
bases aériennes sont au rouge. C'est le constat qui a été fait lors de la première réunion du conseil d'administration. La raison, ce sont les 136 millions de dollars que la société n'a pas pu recouvrer. Top Congo FM. Encore une nuit cauchemardesque pour les habitants de Limete. Les habitants des quartiers Ndanou et Salongo se sont réveillés les pieds dans l'eau vers 2h du matin. Les pluies diluviennes tombées dans la province du Congo central la veille ont gonflé la rivière Djili jusqu'à provoquer des inondations. Top Congo FM. Ainsi s'achève ce journal qui Ketchou, journal mis en onde par Chris Bivoula et réalisé sous la coordination de Peggy Wabeno. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Pascal Kalambay, Dani Zayobi, Patrick Mungongo, Théo Lusakweno, Didi Bisika. Restez à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Sur Apple Store, sur Android et maintenant sur Alexa. Partout, retrouvez votre radio. Top Congo FM, la fréquence utile. Dialogue politique, cohésion nationale. La meilleure approche à suivre est-elle celle du tandem Senko-ECC ou celle des consultations présidentielles? Les discussions de Doha et de Washington réussiront-elles à taire définitivement les armes dans l'est de la RDC? Renouvellement de la classe politique en RDC. Comment et pour quels résultats? Face à face spécial, ce mardi 20 mai, après le journal de 19h, avec Junior Koudoura, acteur politique membre de l'Union Sacrée de la Nation. Rediffusion le mercredi 21 mai, après le journal de minuit, après le journal de 7h.